Bonsoir à tous. Bienvenue à cette session, rencontre sur le projet de budget 2018 de la Ville de Terrebonne. Dans un premier temps, je tiens à vous dire que la séance de ce soir est télévisée, donc web diffusée plutôt, et donc au courant de la soirée, je tiens aussi à vous informer qu'il y aura une période de questions, mais pour la première fois, les gens qui nous écoutent par la web diffusion pourront poser des questions et des gens à l'arrière pourront relayer leurs questions directement à la salle, donc pour réponse. Alors, je tiens quand même à saluer les gens qui nous écoutent ce soir. Je veux dans un premier temps vous remercier tous et chacun d'être présents à cette toute première rencontre de présentation du projet de budget de l'année 2018. Je dois vous avouer que cette semaine, on avait un petit peu une petite nervosité en se disant, est-ce que les gens vont être présents jeudi, le 11 janvier, à une session de présentation, explication budgétaire. Et votre présence ce soir me réconforte avec le fait que, comme l'ensemble des membres du Conseil, vous êtes certainement intéressés d'abord à être mieux informés sur la situation budgétaire de la Ville de Terrebonne, mais comme tous les membres du Conseil municipal, d'avoir toute l'information en toute transparence entre les mains et d'avoir l'occasion aussi de poser des questions et de soulever un certain nombre d'éléments et même de formuler des recommandations avant le dépôt lundi prochain du budget et avant son adoption lors de la séance du Conseil municipal du 22 janvier, donc le lundi suivant. Vous me permettrez d'abord de souligner, d'abord de saluer le travail de l'équipe et des gens qui m'accompagnent ce soir. Alors, je vous présente Daniel Soriol, qui est directeur général de la Ville de Terrebonne, qui m'accompagne, et Mme Lison Lefebvre, qui est notre trésorière à la Ville de Terrebonne, que je salue. Je veux aussi saluer tous les membres du Conseil municipal qui sont avec nous, et dont notamment la présidente de la Commission des finances, des ressources humaines, et là, j'oublie le dernier, là, les finances et de l'administration, qui est avec nous et qui pourra intervenir le cas échéant au cours de cette soirée. La présentation, donc, ce que je veux vous dire, c'est qu'essentiellement une présentation de 30 à 40 minutes qui sera suivie d'une période de questions d'environ peut-être 1h15, 1h20. Alors, on a en tête là, de compléter cette soirée vers 9h30. Alors, tout dépendant, évidemment, là, de votre participation et des questions qui seront soulevées. Ce que je veux vous dire, c'est que dans un premier temps, il va y avoir, vous avez donc l'ordre du jour, puis je suppose qu'il y a quelqu'un qui va avancer un petit peu la présentation. Ça vous permet d'abord, vous avez les dates importantes là, du processus budgétaire. Là. Vous savez qu'il y a eu l'avis public qui a été donné le 20 décembre dernier. Ce soir, il y a une présentation à l'ensemble de la population du projet de budget. Lundi, il y a une séance régulière du Conseil municipal auquel il y aura divulgation des taux et tarifs et aussi adoption du budget IPTI. Et par la suite, le 22 janvier, l'adoption des taux et tarifs aussi en séance spéciale du Conseil municipal. Alors, vous avez globalement un petit peu là, le cheminement là, au cours des dernières semaines. Ce qui me permet un petit peu de vous parler un petit peu de ce qui va être présenté ce soir. Dans un premier temps, M. Soriol va vous présenter un portrait de la situation financière de la Ville de Terrebonne. Dans un premier temps, il y aura aussi la situation budgétaire 2017, la proposition budgétaire 2018 et enfin le programme triennal d'immobilisation. Pour ma part, j'aurai l'occasion en conclusion de revenir aussi avec un certain nombre d'éléments qui vont vous être annoncés, donc en suivi des travaux auxquels les membres du conseil municipal et l'administration seront appelés à travailler au cours des prochaines années. Je tiens à vous dire que la période de questions va être animée par le conseiller municipal, M. Simon Paquin. Donc, il va diriger la période de questions puisque je serai à l'avant. Certaines d'entre elles, j'en suis convaincu, me seront donc adressées. Alors, je veux dans un premier temps vous remercier et donc céder la parole à M. Daniel Soriol. Alors, merci, M. le maire. Donc, bonsoir à tous. Alors,
je vais, comme le mentionnait M. le maire, effectuer la première partie de la présentation, qui est en fait un portrait de Terrebonne. Oui, il va y avoir des données budgétaires, mais il va y avoir aussi des données sociodémographiques qu'on va vous présenter pour voir un peu où on se situe par rapport à nous dans notre croissance de ville, mais aussi par rapport à d'autres villes, les villes comparables. Donc, ça va vous permettre d'avoir une meilleure idée de ce qu'il en est de Terrebonne. Par la suite, pour les 2 prochains points à l'ordre du jour, ce sera Mme Lefebvre, la trésorière et directrice de l'administration finance, qui fera la présentation de ces points-là. Et je reviendrai par la suite au programme triennal d'immobilisation. Alors, Terrebonne, je pense que vous la connaissez tous. Il en est tellement grande qu'il manque même un petit bout ici. Donc, les grands axes autoroutiers, la 640, l'autoroute 25, vous avez le secteur La Plaine, le secteur Terrebonne, le secteur S à La Chenay, et bien sûr le Vieux-Terrebonne où on se situe. Et on parle d'une ville de 154 km² avec en moyenne 724 personnes au kilomètre carré, ce qui est une densité quand même, pour une ville dans la région de Montréal, c'est une densité quand même moyenne. On est dans la moyenne des villes comparables. Cependant, ce qui est assez particulier à Terrebonne, c'est la forme de la ville qui fait en sorte que lorsqu'on veut partir d'ici et s'en aller là pour offrir des services, ça devient des fois un peu compliqué. Et ça, c'est sûr que ça ajoute des coûts au niveau de la prestation de service qu'on donne. Vous allez voir dans la présentation, on utilise des comparables avec d'autres villes. On aurait pu prendre les 10 grandes villes, sauf que nous, on pense que les 10 grandes villes, ce n'est pas un bon échantillon. Parce que dans certains cas, les 10 grandes villes, on a des comparables, comme par exemple, peut-être comparer Terrebonne à Montréal, je pense que c'est des dynamiques complètement différentes. Alors, ce qu'on a fait plutôt, c'est qu'on s'est servi de 2 critères. Un premier critère qui est le critère de la population, donc qui va jusqu'à 260 000, avec Longueuil qui est autour de 250. Et vous avez un critère de superficie qui part de 0 jusqu'à 700 km². Et donc, on peut voir Terrebonne ici en jaune. Et si on trace un rectangle ici, on retrouve les villes qui, en alliant ces 2 critères-là, donc le critère de population et le critère de superficie, donc les villes qui se rapprochent le plus de Terrebonne. Alors, on a donc Sherbrooke, Lévis, Saint-Jean-sur-Richelieu, Brossard, Repentigny, Saint-Jérôme, Drummondville, Granby, Blainville, Saint-Hyacinthe et Mascouche. Mascouche, en fait, vous voyez qu'elle est un peu en bas au niveau de la population. Par contre, en termes de superficie, c'est quand même assez comparable. Et considérant que c'est notre petite voisine, mais on l'inclut à l'intérieur de nos comparables. Portrait démographique. Alors, par rapport à nos villes comparables, on se situe au 3e échelon à 112 191. Je vous informe tout de suite que ça, c'est le chiffre qui était disponible au 31 décembre 2016. On a eu les données ce matin, en fait, même je pense que c'est peut-être hier, pour les données à la fin de l'année 2017. Et on est maintenant à 115 000 et quelques, donc un peu plus de 115 000 citoyens. Et donc, c'est une croissance quand même de près de 2,5 % dans une année, ce qui est important. Pour Terrebonne, c'est une croissance importante. Et si maintenant, on ramène ça avec un graphique de croissance, mais qui s'échelonne de 2012 à 2017, alors c'est sûr qu'on voit Mascouche là, qui a vraiment eu une croissance phénoménale. D'ailleurs, c'est une des municipalités qui a eu la plus forte croissance au Canada. À part ça, en termes de croissance, par rapport au comparable, on est en milieu de peloton. Donc, on est une ville qui a quand même eu une très bonne croissance au niveau de la population. Et ce qu'on remarque de plus en plus, vous allez le voir dans d'autres acétates, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes au kilomètre. Donc, la ville se densifie, ce qui fait qu'on fait de moins en moins d'infrastructures par logement. Donc, en principe, c'est donc un développement plus compact, plus rentable, avec par contre des obligations de doter la ville d'espaces publics plus importants. Parce que si on veut qu'un milieu dense vieillisse bien, tout repose sur la qualité de ces infrastructures publiques, de ces places publiques, des investissements qu'on fait au niveau public. Alors, c'est directement proportionnel. Au niveau du portrait démographique, alors je pense que ce n'est pas une nouvelle pour personne. Terrebonne est une ville jeune. Donc, l'âge moyen au Québec est à 42 ans. Donc, à Terrebonne, on a un âge moyen de 38 ans. On a une population de 0 à 14 ans de 20 %,
ce qui est quand même important. On parle de 17 comme comparable au Québec. Et une population qui est, somme toute, prospère, qui est à près de 20 000 plus élevée par ménage que la moyenne québécoise. En ce qui a trait aux infrastructures routières, lorsqu'on regarde l'évolution des infrastructures depuis encore 2012, donc c'est les 5 dernières années, on voit quand même, vous avez ici la donnée, c'est une donnée en kilomètres, donc il y a 778 kilomètres d'égouts à Terrebonne, c'est quand même important. C'est Montréal-Québec 3 fois, là. Et on a environ près de 600 kilomètres de route, aqueduc 562 et trottoir 96 kilomètres. Ce qui est important de noter là-dessus, c'est de voir que depuis 2014, la croissance ou l'évolution de la mise en place d'infrastructures est à peu près au beau fixe. Alors, depuis 2014, la Ville a fait très peu d'infrastructures nouvelles, très peu de nouvelles rues, parce qu'il y a eu un recensement en 2014, fin 2013, début 2014, où on a constaté qu'il y avait pour développement environ 5 000 terrains disponibles. Terrebonne, il se construit bon an, mal an entre 600 et 1 000 logements, ce qui fait qu'on avait facilement 50 développements devant nous sans faire d'infrastructure. Alors, à l'époque, en 2014, il a été pris comme décision de faire une pause au niveau des infrastructures, de rentabiliser les infrastructures existantes et par contre, d'investir dans des infrastructures déjà existantes. Donc, vous allez voir dans le graphique, et je vais vous le montrer tout de suite, donc au niveau de la croissance, vous le voyez au niveau de la croissance, il y a quand même une croissance au niveau de la mise en place des égouts et de l'aqueduc. Et ça, c'est directement relié au programme TEC. Le programme TEC, c'est le programme qui vise à rénover nos infrastructures, donc d'aqueduc et d'égouts, et les rues. Donc, on a investi la majorité de nos argents d'infrastructures ont été réalisés en matière de réaménagement ou d'amélioration d'infrastructures existantes. Vous voyez aussi que depuis 2013, la tendance à la mise en place de trottoirs, il y a quand même une très forte croissance. Donc, lorsque le conseil municipal vous dit que Terrebonne va être de plus en plus une ville active, c'est l'exemple. Donc, bien sûr, ces trottoirs-là tiennent compte des quartiers existants, c'est-à-dire des nouveaux quartiers comme Urbanova, mais on parle aussi, lorsqu'on fait des programmes TEC, à chaque fois qu'on rénove une rue, on s'assure si on a besoin d'un trottoir, on met un nouveau trottoir sur cette rue-là. Donc, c'est ce qui explique la croissance au niveau du nombre de kilomètres de trottoir. Pour ce qui est de la valeur uniformité de l'évaluation, pour une résidence de 1 logement, alors Terrebonne est à 276 395 $. Ça, c'est une valeur 2017, Lison, je crois. Hein? Donc, la moyenne 2017, fin 2017. Alors, si vous voyez par rapport aux villes comparables, on a Blainville qui est à 350, puis en bas de registre, ici, on a Drummondville à 200 000. Cette donnée-là est importante parce que vous allez voir tantôt, lorsqu'on va parler du taux de taxe, le taux de taxe, on ne peut pas le comparer entre les villes si on ne fait pas justement la multiplication par rapport à la valeur moyenne. Alors, quand vous allez avoir une ville, par exemple, comme Blainville, qui a un taux de taxe qui est plus bas que celui de Terrebonne, bien, pour avoir la vraie donnée, il faut multiplier ce taux de taxe-là par la valeur moyenne pour savoir combien paie une famille. Et c'est là qu'on peut vraiment faire un comparable. Alors ça, c'est important de toujours prendre ça en compte. Le taux de taxe, c'est un élément, mais ce n'est pas une valeur absolue. Maintenant, pour ce qui est de la croissance de la valeur, alors ce que vous voyez, c'est une croissance soutenue pour Terrebonne, avec un petit fléchissement 2016-2017 au niveau de la valeur. Puis, vous voyez, on est quand même dans le tiers haut là, des comparables dans les villes en termes de croissance de valeur. Donc, quand même, il y a une plus-value des résidences qui est quand même assez continue et qui ne fléchit pas. Au niveau de l'organigramme de la ville, je vais passer rapidement, mais vous avez donc le conseil municipal avec le cabinet du maire, la vérificateur générale, qui est une vérificatrice à Terrebonne, le comité exécutif, les commissions du conseil qui sont en lien avec le comité, donc qui font recommandation au comité exécutif, la direction générale et l'ensemble des directions de la ville. Donc ça, c'est l'organigramme principal de la ville. En ce qui concerne les résultats budgétaires, on a pris les résultats budgétaires 2016
Et là, rappelle-moi, Lison, pourquoi pas 2017? C'est bon, c'est vrai, c'est au niveau des autres villes, c'est les autres municipalités, exact. Alors donc, Terrebonne, on a les résultats, mais on n'avait pas les résultats parce qu'ils ne sont pas déposés des autres municipalités. Donc, on a pris les derniers résultats budgétaires qui étaient où tous les résultats étaient disponibles. Et donc, là, vous voyez que Terrebonne a quand même ses 200 millions, mais c'est près de la moitié du budget de Sherbrooke, là. Et vous avez Lévis, puis par la suite Terrebonne, puis on va jusqu'à Mascouche en bas. C'est sûr, habituellement, c'est relié à la population, mais vous allez voir que ce n'est pas toujours le cas. Alors, lorsqu'on regarde maintenant la croissance au niveau de la croissance budgétaire, bien là, vous voyez que c'est une croissance qui est, somme toute, assez régulière avec un fléchissement en 2014, mais une remontée ici, là, donc vers une courbe qui tend à se plafonner un petit peu, là, mais bref, une croissance des résultats budgétaires qui est en haut de registre là, par rapport à la croissance des autres municipalités comparables. Le budget par habitant, alors lui, depuis 2012, le budget par habitant, à part en 2014 où il y a eu un fléchissement, le budget est en croissance constante par habitant. Et là, on a fait une projection 2017-2018. Et là, vous voyez là où on est rendu. Mais en 2016, on était à 1807,36 par habitant. Excuse. Évolution du taux de taxe foncière totale. Donc, pour avoir une bonne idée de la répartition de l'assiette, de qui paie, en fait, entre le commerce, le résidentiel et l'industriel, ce tableau-là va vous aider à le comprendre, et le prochain aussi. Donc, on peut voir que l'industriel est à 2,3829 et il a une hausse pour 2018. Même chose pour le commercial, qui est un peu plus bas. Le taux pour le commercial est un peu plus bas, avec une hausse aussi pour 2018. Les terrains vacants desservis, même chose, avec une hausse, et le résidentiel. Donc, il y a un partage de la hausse qui se fait dans les 4 fonctions principales de la municipalité. Ce qui est important, par contre, de visualiser, c'est l'effort, si on veut, pour atteindre le budget global, l'effort qu'on donne par fonction. Alors, si vous notez ici, entre 2017, où vous avez le rond, et 2018, donc, la part de la taxe résidentielle sur l'ensemble des revenus villes diminue par rapport aux autres fonctions. Et ce qu'on se rendait compte, en fait, c'est qu'il y avait vraiment un déséquilibre entre la taxe, la valeur ou le montant de taxes qui était payé pour les habitants, les résidents, par rapport à, et on y va avec les comparables, bien sûr, par rapport à la taxation, par exemple, dans le domaine commercial, qui, elle, va avoir tendance à se plafonner ou à augmenter un petit peu en 2018. Et même chose pour la taxe industrielle, là, qui se plafonne un peu, donc il n'y a pas la même baisse qu'on a dans le résidentiel. Donc ça, c'est un des objectifs du Conseil dans ce budget-ci, c'est d'essayer de rétablir une équité au niveau de la répartition des taxes entre les différentes fonctions pour que la taxation globale de la ville repose un peu moins sur les épaules des résidents et qu'on se répartisse la tarte, si on veut, de façon un petit peu plus équitable avec les commerçants et les industriels. Oui. Juste ici, là? OK. Au niveau des autres taxes, bien, vas-y donc, Lison. En 2017, on a on a eu un remboursement de la MRC pour le transport en commun et on a également aboli la taxe spéciale transport en commun, ce qui a eu pour effet de vous donner un remboursement, en fait, sur le compte de taxes. Et c'est dans les autres taxes que ce montant-là se retrouve. Et évidemment, en ayant octroyé un crédit, ça l'a réduit la somme totale que la Ville a perçue. Et en 2018, c'est pas récurrent. De toute façon, on va revenir là-dessus dans le cadre de la présentation de Mme Lefebvre. En termes de taux de taxe foncière pour 2017, Terrebonne a un taux de taxe foncière de 0,8581 en 2017. Donc, vous avez par rapport au comparable, alors c'est quand même
Sherbrooke est en haut de pavé, mais Blainville est tout en bas. Mais c'est là où je vous disais tantôt que c'est important de considérer la valeur moyenne par logement. Souvenez-vous, je vous ai dit que Blainville est à 350 000 de valeur moyenne. Et si on a un taux de taxe bas, mais quand on multiplie ce taux-là par la valeur moyenne, on se retrouve avec une taxe quand même qui est importante, en fait, qui vient se rattraper. Alors, c'est pour ça que je dis que le taux de taxe, il faut faire attention, il faut le prendre avec une certaine réserve quand on le prend seul. Au niveau maintenant de l'évolution du taux de taxe foncière et la croissance, donc au niveau de l'évolution, on a eu une baisse 2017 au niveau du taux de taxe, avec une remontée en 2018. Souvent, à moins que je me trompe, Lison, tu me corrigeras, mais ces pics vers le bas, ici, ça correspond souvent au dépôt d'un nouveau rôle. Alors, donc, quand on a un dépôt de nouveau rôle avec des valeurs à la hausse, on équilibre le taux. Donc, on abaisse le taux pour essayer de maintenir le plus possible le compte de taxe du citoyen au même niveau. Pour ce qui est de la croissance, bien là, ça correspond au même élément. Donc, il y a une croissance en 2017 et 2018 là, de 0,8 % au niveau du taux de taxe. Taux de taxe foncière industrielle. Donc, Terrebonne se situe un peu plus bas dans l'échiquier des comparables. Alors, à 2,22 et 23,47 du 100. Donc, on avait un peu de rattrapage à faire par rapport à nos comparables. Il faut comprendre qu'à Terrebonne, Terrebonne a souvent supporté les nouveaux investissements industriels et ce faisant, j'en ai parlé un peu tantôt, mais il y avait une bonne partie de cet effort-là qui était supporté par le résidentiel. Alors là, le conseil municipal a dit on va rétablir ça, on va rétablir un petit peu l'équité. Alors là, vous avez le comparable au niveau de la croissance là, du taux de taxe pour 2018. Au niveau commercial, le taux de taxe est aussi, somme toute, assez bas par rapport au comparable. Et l'évolution est quand même assez linéaire. Il y a une petite hausse 2018, mais quand même, c'est assez linéaire, avec une croissance ici entre 2015 et 2018, là, pour nous amener, en fait, entre 2012 et 2018, une croissance totale de 21 %. Alors voilà, disons, je te passe. Merci, Daniel. Bonsoir, tout le monde. Je vais essayer de ne pas être trop endormante parce que les chiffres, ça n'interpelle pas tout le monde. Donc, la situation budgétaire pour les résultats de l'année 2017. Quand on a fait le budget l'année dernière, en 2017, on partait avec, après avoir fait l'exercice de recueillir les demandes budgétaires de toutes les directions, on partait avec un manque à gagner de 8,8 millions. Ce manque à gagner-là a été comblé partiellement par un remboursement de la MRC qui perdait, on l'a appris, la gouverne du transport en commun. Donc, eux, finissant leur activité de transport en commun, ils vidaient leur coffre parce qu'ils avaient mis de côté des sommes pour améliorer éventuellement le transport en commun. Et puisque ces sommes-là avaient été accumulées et qu'ils ne pourraient pas les investir dans ce qui était prévu puisqu'ils ne faisaient plus ça, ils nous ont retourné un chèque de 7,1 millions. Donc ça l'a aidé à couvrir le 8,8 millions de manque à gagner. Également, on est allé chercher dans les réserves libres 6,3 millions qu'on a injectés dans les résultats 2017. C'est un peu, je vous dirais, comme si vous avez votre budget, votre salaire, vos dépenses, puis là, vous décidez d'aller en vacances cette année, puis dans le fond, vos revenus ne vous le permettent pas, mais vous allez piger dans votre tirelire, votre compte d'épargne, pour quand même payer votre vacances dans le sud. Là, on est allé chercher 6,3 millions dans notre tirelire, que je dis, l'année passée, pour équilibrer le budget. Par contre, on a retourné sur les comptes de taxes 4,6 millions aux citoyens parce qu'on a aboli cette taxe-là, comme je l'ai dit tantôt, et on se devait de retourner aux citoyens ce qu'on avait perçu depuis plusieurs années au titre de la taxe spéciale de transport en commun. Puisqu'on l'abolissait, il est requis en vertu de la loi fiscale de rééquilibrer à vie ce qu'on a perçu et ce que la Ville a dû payer à cet égard-là, les fins pour lesquelles la taxe spéciale avait été créée.
Donc, c'est comme ça, en 2017, autant le budget que l'estimé de nos résultats qu'on a fait en décembre, où on arrive à un équilibre budgétaire. On n'a pas le choix, en vertu de la loi, on a une obligation légale d'être à tout le moins en équilibre. On pourrait dégager un léger surplus, mais on n'a pas le droit de faire un déficit, c'est interdit par la loi. Donc, on a atteint de cette façon-là l'équilibre budgétaire en 2017. Au niveau des réserves libres, je vous en ai parlé, moi j'appelle ça la tirelire, j'aime bien l'appeler comme ça parce que on en a tous une. On voit que depuis 2011, elle a évolué beaucoup. On en avait pour 5,8 millions en 2011. Elle a augmenté au fil du temps. On avait généré dans ce temps-là des surplus. Il était rendu à 10,9 en 2012. Ils auront baissé un peu en 2013 parce qu'on a pris des sommes dedans pour faire des activités ou des projets particuliers. Et au fil du temps, on s'est ramassé avec la dernière ponction de l'année dernière. Il reste 1,7 million dans notre tirelire. On va le voir après, mais je peux vous dire qu'1,7 million, c'est comme vous avez l'équivalent de 2 jours de dépenses pour payer votre épicerie, votre hypothèque, d'avance dans votre compte d'épargne. C'est ça qui nous reste à peu près. Au niveau des réserves affectées, je veux vous en parler quand même parce qu'on a l'air d'avoir beaucoup d'argent de côté, mais ce sont vraiment des sommes qui sont, oui, on les a dans un placement ou un compte de banque, on les a de côté, mais c'est des sommes qui sont vraiment gardées pour des fins particulières, qui sont des obligations futures, et on ne pourrait pas venir piger dedans pour payer notre épicerie, c'est interdit par la loi. Donc oui, on a l'air d'avoir de l'argent, mais je vous le dis, ce n'est pas des sommes auxquelles on peut avoir accès. Donc, au niveau des réserves libres, comme je vous l'ai dit, on l'a représenté en pourcentage des revenus annuels de la Ville. Et avec le 1,7 million, en 2017, on est rendu à 0,8 de nos revenus annuels qu'on a mis de côté pour... Ça, dans le fond, c'est supposé être notre fonds pour faire face à nos imprévus. S'il arrive une bad luck à la Ville, il faut qu'on puisse aller piger dans ça pour couvrir des dépenses qu'on n'avait pas vu venir. Puisqu'on n'a pas le droit de faire un déficit, il faut qu'on ait un plan B s'il nous arrive quelque chose. Donc, je peux vous dire que la bonne pratique imposerait à tout le moins qu'on ait 5 5 de notre revenu annuel de côté. Ça représenterait autour de 11 millions. On est à 1,7. Fait qu'il nous manque pas mal. Puis pour pouvoir augmenter de 1,7 à 11 millions, il y a une seule façon de le faire, c'est de générer dans nos résultats au fil des années des surplus qu'on mettrait de côté. Parce qu'on peut générer aussi des surplus plus tard, puis décider de faire autre chose avec. Mais il faudrait vraiment que les surplus soient affectés, déposés dans notre compte d'épargne pour pouvoir atteindre le 5 qui serait vraiment... Ce ne serait pas une situation luxueuse, mais ça serait une bonne pratique d'être à 5. Si on était à 10, ça serait peut-être trop. La pratique ne veut pas non plus qu'on... Parce que de l'argent qui dort et qui ne sert pas, ce n'est pas mieux non plus. Donc, il y a un équilibre qui serait atteint à ce moment-là. Au niveau des résultats donc estimés 2017, on a des revenus qui sont prévus de 213,5 millions, qui est tout de même près de ce qui avait été budgété l'année dernière. Et des dépenses en équilibre, évidemment, à 213 millions. Donc, j'aurais aimé ce soir vous annoncer que la Ville anticipe un surplus, un excédent de 10 millions en 2017, mais ce n'est malheureusement pas le cas. Évidemment, vous pouvez constater qu'au niveau des charges, on dit charges et affectations, je ne suis pas habituée avec la bidule rouge. Ici, 4,2 millions, c'est un moins. En fait, c'est principalement le crédit de transport en commun, le chèque de 7,1 millions dont je vous parlais précédemment, qui se retrouve là. Au niveau de la dette, on en a entendu parler pas mal. Quel est l'état de la dette? On voit l'évolution de la dette totale depuis 2012 à 2017. On voit que depuis les 3 dernières années, depuis les 3 dernières années, ça n'a pas beaucoup évolué. La dette est sensiblement à un niveau constant. Et ce qui arrive pour ça, je vais vous dire, c'est que ce qu'on rembourse comme dette dans l'année, bien, on le réemprunte
pour faire des travaux. On ne le réemprunte pas pour payer l'épicerie, mais on le réemprunte pour faire des investissements. Donc, c'est comme si votre hypothèque à la maison que vous avez remboursé 10 000 de votre hypothèque à la fin de l'année, mais là, vous dites, « Ah, bien, ma salle de bain est due. » Fait que vous retournez voir la banque. Est-ce que je peux avoir un autre 10 000? Il faut que je refasse ma salle de bain. Votre hypothèque, elle va toujours rester au même solde. C'est un peu ça qu'on voit ici au niveau des 3 dernières années. Au niveau de le service de la dette, quand on dit service de la dette, là, c'est pas commun. Pour une ville, le service de la dette, c'est autant le paiement de capital qu'on doit rembourser et les intérêts qu'on doit payer. La proportion du budget total est à 21,2 %. C'est quand même assez important. Vous pouvez faire le calcul, chacun, ceux qui ont des hypothèques. Faites votre calcul de votre paye net avec votre montant d'hypothèque qui passe. C'est sûr que la ville n'a pas les mêmes conditions, mais des fois, ça nous donne une idée. Et là où il y a le bas blesse, comme on dit, c'est que là, on a des taux depuis plusieurs années qui sont extraordinairement bons. On sait tous que le taux d'intérêt va augmenter éventuellement. Je ne pense pas qu'il va remonter à 15 ou à 20, là, mais je pense qu'il va augmenter de façon assez sensible pour augmenter ce pourcentage-là. Et dernier point à cet égard-là pour la dette, c'est la proportion du budget annuel, 189 % en date d'aujourd'hui. Ça, c'est comme si je vous disais, pour chaque dollar de revenu que vous gagnez, vous avez 1,89 $ de dette. C'est un peu ça que ça dit. On n'a pas à ce moment-ci à la Ville une politique de gestion de la dette qui nous dicterait qu'on devrait être à 100 % ou à 200 %, mais ça va venir, c'est sur la planche à dessin au niveau de la Ville. Au niveau de la composition des dépenses, on a voulu représenter, en fait, la portion des dépenses du budget qui sert à payer des salaires, les contrats, le déneigement, la cueillette des ordures, les quotes-parts. On paye beaucoup de quotes-parts pour le transport en commun, l'électricité, tout ce qu'on ne peut pas contrôler, le soutien associatif local qu'on ne voudrait pas abandonner. Donc, ce que ça représente bien ici, c'est que depuis 2012, on voit que la portion du budget qu'on ne contrôle pas tant que ça, elle est extrêmement importante. Il nous reste très peu de marge de manœuvre. Si on voulait réduire de façon importante le niveau de dépenses de la Ville, il ne nous reste pas grand-chose qu'on peut couper à ce niveau-là. Proposition budgétaire 2018. On a tricoté pas mal, je vous l'avoue. Les solutions qu'on a envisagées, parce qu'on partait, quand on s'est assis avec tous les directeurs, on partait toujours avec le 13,2 millions qu'on n'avait pas l'année dernière, qui n'était pas récurrent. Il fallait trouver une façon d'atteindre l'équilibre. Donc, en plus de ce manque à gagner-là de 13,2 millions, il y a des nouvelles initiatives qui ont été ajoutées dans le budget pour 664 000 $. On a également, vous avez tous entendu parler de la volonté du parti de mettre en place un bureau d'intégrité. On a donc ajouté une somme à cette fin-là de 500 000 $ et des réserves pour éventualité parce que, comme vous l'avez vu tantôt, on n'a pas beaucoup de réserves pour faire face à des imprévus, donc un 250 000 $. Donc, au niveau des dépenses, on avait quand même un bon trou à combler. Donc, ce qu'on a trouvé comme solution, en fait, c'est l'année dernière, je vous ai dit que vous aviez eu un crédit un revenu pour un crédit, bien, pour vous, c'était un revenu de transport en commun. Donc, c'est sûr que ce montant de crédit-là que vous avez reçu n'est pas récurrent en 2018. Donc, ça va amener dans les coffres de la Ville un 4,6 millions de revenus de plus que l'année précédente, forcément, puisqu'on ne le remet pas. Il y a un remboursement encore. Il reste un petit pot dans le coffre de la MRC pour le transport en commun. Il reste, on a eu la nouvelle à la toute fin de boucler le budget, 2,4 millions qui va également nous être remis en 2018. On a, avec la loi 122 qui a été adoptée, une possibilité au niveau des mutations d'augmenter les taux de mutation pour les propriétés de plus de 500 000 qui sont vendues. En mettant en place cette nouvelle mesure-là, on peut aller chercher un 2 millions de revenus additionnels.
Il y a également dans le budget prévu des ventes d'actifs pour 1,9 million. Je ne vous cacherai pas que cette somme-là, c'est vraiment l'équation pour arriver à zéro, les revenus égaux aux charges. Ce qui est en orange, la vente d'actifs et le 2,4, je pense que vous avez compris que ce n'était pas récurrent pour 2019. Donc, on équilibre le budget 2018, mais il y a déjà un bon montant qui va être manquant. Le manque à gagner, dont on parlait tantôt, bien, en 2019, quand on va s'asseoir, il va y avoir encore un manque à gagner. Au niveau des comptes de taxes moyens, au niveau du résidentiel, on a 1,1 million de revenus additionnels qu'on prévoit aller chercher. Et le compte de taxes moyens commercial et industriel, 2 millions. On a également des sommes moins importantes au niveau des compteurs d'assainissement pour l'industriel, 168 000, et les compteurs d'eau commercial et industriel pour 446 000. Et c'est comme ça qu'on a réussi à vraiment atteindre un équilibre revenu égal dépenses. Le coût de l'eau, on le savait, mais on a finalisé, disons, les calculs. Au niveau du coût de l'eau, ça coûte 65 $ par mètre cube à produire. 65 sous, excusez. Oui, parce que là, j'aurais trouvé de l'argent pour la ville. Donc, le coût est à 65 sous. Et Daniel a parlé tantôt qu'on a un peu, dans le passé, voulu alléger le fardeau fiscal des commerces et industries. Ce que j'ai pris connaissance, parce que je ne le savais pas, les commerces, ils payaient 50 sous, alors que notre coût pour la produire à la ville est de 65, et les industries en payaient 18. Donc, oui, ça va ramener un peu d'argent dans les coffres, mais au-delà de ça, c'est une question de volonté d'être équitable. Les citoyens paient 65 sous. Donc, en ramenant ce tarif-là à ce que les citoyens payent, c'est un début de ramener un peu les choses en équité. Le budget 2018, donc, ça démontre ici les revenus totaux qui sont prévus à 226 651 000, donc qui inclut principalement les taxes, dont les augmentations, évidemment, dont on a parlé précédemment, mais aussi, il y a une partie des revenus qui sont en hausse, qui représentent environ 3 millions, je vous le dis, pour toutes les nouvelles propriétés, les nouveaux condos, les nouvelles valeurs qu'on a créées à la ville au cours de l'exercice qui vont être taxées en 2018. Et au niveau des charges, bien encore là, vous voyez, au niveau charges autres et affectations, je suis en moins. C'est principalement mon remboursement de 2,4 millions qui vont encore entrer en 2018 dans les coffres pour épurer le volet transport de la MRC. Donc, ici, on représente les écarts entre l'estimé 2017 et le budget 2018, mais on voit que c'est principalement au niveau des affectations et des revenus autres pour les ventes d'actifs. Le compte de taxes moyen. Là, nous, on a fait, et on doit faire ça de cette façon-là. On a pris une maison unifamiliale, la valeur moyenne, lors du dépôt du rôle, on va l'avoir pendant 3 ans. La valeur moyenne d'une maison, c'est 285 700 à Terrebonne. Donc, on a fondé nos chiffres sur ça. Et la volonté du Conseil, c'était d'augmenter le compte de taxes moyen de 0,99 %. Ça leur a amené, en fait, une augmentation de la foncière générale là, de 62,93. On représente les 3 secteurs parce que même si on est une seule ville depuis plus de 15 ans, quand on a fusionné les 3 villes, chacune d'elles avait des dettes déjà contractées que nous sommes tenus de garder séparément. On ne peut pas fusionner tout ça puis faire payer une seule ville. C'est une question d'équité, puis c'est aussi dans l'entente qui était prévue lors de la fusion. Donc, c'est pourquoi on a encore la représentation des 3 anciennes villes.
Mais d'ici la fin, il reste quelques années seulement pour que le service de dette des anciennes villes soit épuré et qu'il n'y en ait plus. Donc, il n'y aura plus cette démonstration-là des trois. Donc, il y a par ailleurs à Lachenay un crédit, une taxe compensatoire qui est octroyée aux citoyens de Lachenay pour compenser, en fait, les inconvénients, si je puis dire, d'avoir un organisme tel que BFI sur leur territoire. La Ville reçoit des montants compensatoires qui sont remises, les sommes sont remises aux citoyens de Lachenay uniquement. Donc, on dit 128,32 pour une valeur moyenne de 285 700 qui représente 0,99 moins de 1 C'était la volonté. Évidemment, je vous ai parlé du remboursement de taxes, du crédit de taxes de transport en commun l'année dernière, que vous ne retrouverez pas cette ligne-là sur votre compte de taxes cette année. Donc, si on fait le calcul d'un compte de taxes à l'autre, il y a un 101 pour la maison moyenne de 285 000 qui va, si vous comparez les deux comptes de taxes, augmenter. Et il y a également le contrôle des insectes parasitaires, 30 que tout le monde, je pense, s'attendait à le revoir pour ramener tous les traitements antibébites. Je vais parler dans mes termes, mais c'est vraiment... Et la grille également. Donc, ce 30 $-là n'était pas inclus dans le 0,99 d'augmentation du compte de taxes. Donc, je ne vous cacherai pas que l'augmentation, dans les faits, ça sera de 5,59 à Terrebonne, 6,62 à Lachenay et 5,92 à La Plaine, toujours fondée sur une évaluation moyenne de 285 700. Ah, Monsieur le maire, je vous cède. Ah, vous voulez que... Monsieur le maire tenait à ce qu'on représente son compte de taxes à lui, ce que j'ai fait avec grand plaisir. Donc, 1,78 d'augmentation du compte de taxes pour Monsieur le maire. Si je lui ajoute le crédit transport en commun et le contrôle des insectes parasitaires, son compte de taxes augmentera de 227,51 pour un pourcentage de 5,75 %. Oui, on s'est amusé, on aimait ça, leur représenter, qu'ils comprennent ça va être quoi l'impact. Au niveau du compte de taxes pour un commerce, évalué à 2 584 600, on a représenté ici l'impact sur le compte de taxes 2018, 6,77, considérant encore là la non-récurrence du crédit de 917 $. Et Lachenay, 7,28 et La Plaine, 6,94 %. C'est avec toute transparence qu'on vous le présente ainsi. Merci d'être resté éveillé dans cette présentation comptable. Merci, Lison. Alors, un dernier petit bout avant de passer à la période de questions, si vous permettez, pour vous parler du PTI. Et oui, Monsieur le maire aussi, je m'excuse, a des petites choses à vous dire avant la période de questions. Alors, le programme triennal d'immobilisation, c'est la projection de la Ville pour les trois prochaines années. C'est un exercice obligatoire à la Ville. Par contre, le PTI n'a pas de valeur il n'a pas en fait, ce n'est pas obligatoire de respecter ce qui est au PTI. C'est obligatoire de l'inclure dans le budget, mais il n'a pas d'obligation par la suite. Il ne génère pas d'obligation pour la Ville de le faire. Et ce ne sont pas pour la plupart des dépenses déjà approuvées ou déjà votées, par exemple en règlement d'emprunt. Alors, il faut quand même faire tout le processus là, pour aller de l'avant. Donc, lorsqu'on regarde, grosso modo, au niveau du PTI, les éléments, les faits saillants du PTI, là, on a 12,7 millions qui sont prévus au niveau des parcs, 2,9 millions au niveau du renouvellement de la flotte, donc dans le cas, par exemple, des automobiles de police ou autres qu'on doit remplacer. Donc, ça représente 2,9 millions pour les 3 prochaines années. Au niveau du réseau cyclable, 1,3 million, avec, je crois, un tronçon sur la côte Terrebonne, entre autres, qui est ça et le réseau vers Sainte-Anne-des-Plaines, qui sont les deux principales interventions, là.
En matière d'environnement, un investissement de 5,7 millions. Cours d'eau, talus, 9,9 millions. Là-dessus, et on parle pour 3 ans. Là-dessus, quand on parle de cours d'eau et talus, on parle de tous les secteurs d'érosion, donc de glissement de terrain. Juste pour vous informer que cette année, ça a été une année très difficile pour Terrebonne. On a injecté environ 7 millions de dollars pour la stabilisation et la protection de certains talus, et entre autres, là, ceux qui sont passés dans le parc écologique, là, près de l'école, sur le bord des Seigneurs en haut. Vous avez peut-être vu des travaux majeurs. Alors, ce sont des travaux importants. Il y a eu 4 sites comme ça qui ont été, sur lesquels on a dû faire des interventions. Et d'ailleurs, ça, je pense que c'est les travaux qui ont été réalisés dans le secteur du parc de la Coulée. Et des infrastructures qu'on doit mettre en place pour supporter le développement pour les 3 prochaines années, qui sont estimées à 104 millions de dollars. Alors, vous voyez un peu la quote-part. Là, je vous ai montré les faits saillants, mais les quote-part par thème. Donc, au niveau des infrastructures, le fameux 104 millions que je vous ai parlé, les bâtiments de la ville, entre autres, on parle d'une nouvelle caserne pour les incendies dans le secteur de la Plaine. On remplace la caserne existante. Le programme Tech 3 qui va se terminer à la fin 2018, mais qui va être suivi par un programme Tech 4 qui va être valide pour les 5 prochaines années par la suite. Donc, on devrait dire Tech 3 et Tech 4 parce que comme le triennal s'étale sur 3 ans, ça va toucher les deux. Échangeurs, cours d'eau, talus, les parcs, l'environnement, les véhicules, équipements, ainsi de suite, là, informatique, pistes cyclables, équipements de bureau. Donc, bref, ce sont les grands thèmes pour lesquels il y a des prévisions. Simplement vous dire qu'actuellement, la Ville de Terrebonne, en matière de PTI, ce PTI-là n'est pas rattaché à un plan stratégique puisque la Ville n'a pas de plan stratégique encore. Cependant, le Conseil municipal, suite au dépôt du bilan de l'ENAP qui s'en vient dans les prochaines semaines, un bilan organisationnel qu'on avait abordé l'année dernière, on va avoir en main toutes les informations pour réaliser avec l'ensemble des intervenants un plan stratégique, le premier plan stratégique de Terrebonne, qui va nous donner une vision pour les 20 prochaines années et auquel le PTI, à ce moment-là, va s'arrimer. Et donc là, on aura vraiment un arrimage entre la planification globale de la Ville sur une longue échéance et un programme triennal d'immobilisation. Alors, ce qui fait du sens à ce moment-là. Au niveau maintenant, bon, question là, on vous a parlé de dépenses, tout ça. Vous savez que Mme Lefebvre vous disait un peu quels sont les axes sur lesquels il faut insister pour essayer de sortir un peu de cette situation qui est quand même un peu serrée, là. C'est évident que le développement de la ville, tous les nouveaux projets de développement qui amènent des sommes importantes, c'est majeur. Et on a mis en place des infrastructures depuis plusieurs années qui vont faire, tant dans le secteur Urbanova, dans le secteur Est, à Lachenay, et dans d'autres secteurs aussi, on a mis en place des infrastructures qui vont permettre justement d'amener des investissements dès cette année. Donc, ça, c'est important. On parle des investissements privés d'environ 330 millions, avec 28 projets majeurs là, qui sont sur la table actuellement. Et voilà. Donc, je vais laisser la parole à M. le maire pour la fin de la présentation. Merci, M. Soriol, Mme Lison-Lefebvre. Donc, avant de passer à la période de questions, j'avais quelques éléments à vous transmettre. Vous savez, le travail de tous les membres du conseil municipal, on a eu au cours du mois de décembre 2 journées complètes et même une soirée de retour là, sur le travail de l'ensemble des membres du conseil municipal sur la présentation que vous avez ce soir devant les yeux. Je dois d'entrée de jeu vous dire, puisque M. Soriol y a fait état, je pense qu'il y a des bonnes nouvelles quand on parle des investissements privés qui s'en viennent sur le territoire de la ville de Terrebonne, 330 millions. Ce sont des investissements, mais ce qui est le plus important de souligner, c'est que ces investissements privés sont générés par un minimum d'investissement de la ville. Ça veut dire que pour la plupart des secteurs qui vont être en développement, l'aqueduc, les rues, les routes sont déjà rendues. Et ça, je pense que c'est important de le souligner. C'est un legs du conseil municipal sortant, mais parce que je le dis toujours, hein, il y a des revenus qui vont s'en venir au cours des prochaines années pour la ville de Terrebonne, mais qui sont issus d'investissements qui ont été réalisés au cours des dernières années. Et ça, je voulais donc, dans un premier temps, le souligner.
Deuxième élément qu'on ne voit pas au budget aujourd'hui, vous savez, il y a eu l'annonce du précédent conseil municipal qui liait dès mars prochain l'arrivée des bacs bruns. Donc, des changements au niveau de la collecte des matières résiduelles à Terrebonne. Vous ne le voyez peut-être pas au budget, là, mais il y a une économie de 900 000 qui va être générée au cours de l'année 2018, qui est issue justement des changements liés à la collecte des matières résiduelles. Donc, il y a des économies qui sont générées. Vous me direz, il y en a une que je viens de nommer, mais c'est une qui est relativement importante parce que 900 000 c'est à peu près 1 sou sur le compte de taxes pour à peu près tous les citoyens. Donc, ça, je pense que c'est un élément qu'il faut souligner. Et le rapport de l'ENAP qui s'en vient sera certainement aussi très instructif pour l'administration. Ce qui me permet aussi de conclure parce que c'est vrai qu'on a un portrait de la situation budgétaire, mais il y a une liste de travaux qui vont être effectués au cours des prochaines années. Donc, d'ici 2021, il y a une liste de travaux qui vont être donnés à la fois au sein de l'administration municipale, mais aussi auprès des différentes commissions municipales. Moi, cette liste-là, je l'ai appelée la liste des 12 travaux d'Astérix parce qu'il y a 12 éléments que je vais vous annoncer ce soir, mais qui sont importants parce qu'on veut moderniser naturellement la gestion budgétaire, mais surtout la prévisibilité des budgets et surtout de s'assurer qu'au cours des prochaines années, vous serez à même, comme citoyen, de savoir comment va progresser votre compte de taxes et que vous aurez accès à toute l'information et ce que ça va surtout vous permettre, c'est d'avoir une information qui va être claire. Ce soir, on a une séance d'information pré-budgétaire, donc pré-adoption du budget pour entendre d'abord vos commentaires. Mais je tiens à vous dire là, que l'an prochain, avec la venue des conseils de quartier, on va vouloir, dès le mois d'août, débuter des travaux au niveau, avec ces conseils de quartier, de façon à faciliter, mais alimenter aussi le conseil municipal dans la préparation budgétaire qui va venir dans les semaines et les mois qui suivent. Et pour l'année 2021, je vous annonce que notre trésorière, Mme Lefebvre, je ne sais pas si vous serez toujours là. Oui, hein, vous savez que c'est notre seule directrice dans l'équipe de direction de la Ville de Terrebonne, alors on en prend soin, mais en 2021, au 30 juin, dans les semaines qui vont suivre, la population aussi va avoir un bilan des 6 premiers mois de la situation financière. Pour moi, ça m'apparaissait important parce qu'aujourd'hui, on discute puis on peut bien débattre de chiffres puis d'éléments budgétaires de la Ville de Terrebonne, mais encore faut-il avoir tous et toutes accès, que ce soit comme citoyen ou comme élu ou comme membre du conseil ou comme membre de l'administration municipale, d'avoir accès à la même information. Alors, au cours des prochaines années, on va vouloir maximiser l'information. Et d'ailleurs, on a retenu récemment le soutien de M. Guillaume Lavoie, qui est avec nous, qui est ancien conseiller municipal à la Ville de Montréal, qui est formé à l'École nationale d'administration publique, qui nous a soutenus vraiment dans la présentation, que ce soit le plus pédagogique possible, puis s'assurer que les citoyens aient accès et comprennent bien l'information financière qui est présentée. Alors, merci, M. Lavoie, de votre soutien. Maintenant, dans les 12 travaux d'Astérix, comme je les appelle, parce que pour le conseil municipal, c'est important qu'on se donne un plan de travail au cours des prochaines années qui va toucher les éléments de modernisation, de moderniser la gestion budgétaire, mais aussi l'administration municipale. Ce que je veux vous dire, il y en a certains éléments qui ont déjà été soulignés, mais l'intention de la Ville de réaliser au cours de la prochaine année un plan stratégique, ça va être un élément qui va être excessivement important. L'adoption d'une politique de gestion de la dette, ça aussi, ça va être un élément excessivement important pour le conseil municipal. Il y aura aussi, au cours des prochains mois, à structurer, sans embauche supplémentaire, un bureau des citoyens qui verra aussi à la fois structurer les communications institutionnelles, mais tout l'enjeu des commissions municipales, des conseils de quartier, et aussi tout l'élément au niveau des nominations citoyennes qui viennent, que ce soit dans les commissions municipales ou comme vous l'avez vu récemment au comité consultatif de l'urbanisme, où il y a environ 5 nominations qui vont venir là, au CCU très prochainement, où la Ville de Terrebonne a quand même reçu 73 candidatures provenant de citoyens de partout de la Ville de Terrebonne.
processus avait lieu cette semaine. Il y a eu des entrevues. Alors, on va vouloir vraiment que le Bureau des citoyens, toute la gestion des requêtes et des demandes qui vont être faites par les citoyens puisse être concentrée à l'intérieur même de l'organisation municipale. On a parlé de la création aussi prochain d'un bureau de projet centralisé à la direction générale pour toute la question de la gestion du programme triennal d'immobilisation. On va vouloir se donner des cibles d'atteindre. Vous savez, ce qui est dans le PTI, là, on va se donner des cibles d'atteindre jusqu'à 75 % de ce qui est planifié annuellement. Parce qu'on va vouloir, ce que vous voyez en début d'année, c'est ce qu'on va réaliser tout au long de l'année auquel on va l'annoncer. Moi, j'aime ça dire, là, on va peut-être créer un nouveau terme. Le PTI va devenir le PTIR. Hein, le PTI qu'on va réaliser. Parce que je pense que comme citoyen, vous n'avez pas besoin d'entendre ce qu'on espère faire dans les prochaines années au niveau des infrastructures. Ce que vous avez le goût d'entendre, c'est ce qu'on va faire cette année au niveau des infrastructures. Alors, je pense qu'avec le bureau de projet, ça va nous soutenir. Et la création du bureau d'intégrité et de l'éthique, mais aussi avec une mission autour de la lutte au gaspillage dans les fonds publics, parce qu'on va vouloir justement avoir un regard externe au sein de l'administration pour recommander des solutions pour diminuer les coûts, optimiser ceux-ci au sein de l'administration. L'an prochain, il y aura une révision et une simplification de la taxe sur l'hygiène pour 2019. Renouvellement de la politique culturelle aussi, et de soutien aux organismes à but non lucratif. Il y aura révision de la politique de gestion du parc automobile municipal et des actifs immobiliers. Il y aura un mandat qui va être donné à la Commission des finances et des ressources humaines pour réduire d'ici 2020 jusqu'à 50 % des heures supplémentaires, excluant les mesures de déneigement et d'urgence qui peuvent arriver sur une base annuelle. Donc, on va vraiment vouloir contrôler les coûts et les dépenses dans les différents services. Puis l'enjeu des heures supplémentaires va être un aspect qu'on va vouloir surveiller. Mise à jour aussi de la politique contractuelle avec l'adoption du projet de loi 122 en vue de favoriser l'achat local, mais aussi lutter contre la collusion dans les contrats publics. Alors, il va y avoir un chantier, un travail qui va être réalisé. L'adoption prochaine aussi d'une politique de la participation citoyenne parce qu'on veut venir structurer les efforts et les éléments, comme ce soir, avec la présentation budgétaire. Et enfin, puis ça, je tiens à vous le dire, ça va être excessivement important pour la ville de Terrebonne, c'est l'adoption d'un plan de relève. Parce qu'au cours des prochaines années, il y aura des départs à la retraite et on aura un enjeu de transfert de connaissances, que ce soit au niveau de l'administration municipale, mais au niveau de la direction, mais un peu partout dans les différents services. Et ça va être important que la ville de Terrebonne investisse les ressources nécessaires pour qu'il y ait transfert de connaissances et qu'on ne perde pas justement cette mémoire institutionnelle que nous avons dans l'administration. Je veux terminer avant la période des questions pour saluer dans un premier temps les efforts et le travail de tous les membres du conseil municipal qui ont participé aux discussions. Vous savez, c'est jamais facile là, ce qui vous est annoncé ce soir, mais je pense que vous avez un portrait en toute transparence et vous avez un portrait qui est très clair. Je veux saluer le travail d'ensemble des membres du conseil municipal qui ont assisté, participé aux délibérations cette année avec les membres de la direction. Je veux saluer tous les professionnels de la ville et plus particulièrement de la direction générale, Monsieur Daniel Soriol, mais j'allais dire Stéphane Turcotte qui est aussi à l'arrière au niveau de la direction générale, et Lison Lefebvre au niveau de la trésorerie. Je pense qu'on est entre bonnes mains. On a des gens au sein de l'administration qui font un travail qui est rigoureux et qui est professionnel, et je suis très confiant qu'au cours des prochaines années, on saura, comme administration, se doter d'une vision et surtout d'avoir des orientations qui vont répondre aux besoins et au développement de la ville de Terrebonne. Et je peux vous dire que le budget qui vous est présenté aujourd'hui, c'est un budget qui met les choses au clair, qui met la table au clair. Et pour les gens qui se disent, il semble que le pourcentage y est plus important, les dollars que je vais devoir payer, là, moi-même comme contribuable, on va tous les payer, là, ces taxes, on vit tous à Terrebonne. Et ce que je peux vous dire, c'est que notre intention, là, sur 4 ans, de garder le cap au cumulatif, de respecter l'IPC,
on cherche, puis on pense encore aujourd'hui qu'on va pouvoir garder le cap. C'est certain que notre marge de manœuvre va être moins grande dans les 3 prochaines années. On va peut-être devoir s'en tenir à du 1 1,1 % à chaque année. Il va falloir qu'il y ait d'autres efforts budgétaires de l'optimisation qui soient réalisés au sein de l'administration. Puis je pense que les chantiers que je viens de nommer vont nous permettre. Et je peux vous dire qu'on garde le cap parce qu'on est confiant. On a une belle ville entre les mains. Il y a du développement qui s'en vient. Mais aujourd'hui, on a une situation financière qui vous est présentée, qui est celle que vous connaissez comme nous tous. Je suis convaincu que dans les prochaines années, la ville de Terrebonne va continuer de prospérer. Et je suis convaincu, comme on le vit en ce moment au plan économique, c'est le plein emploi. C'est le plein emploi sur le territoire de la ville de Terrebonne. Les annonces d'investissement sont toujours aussi importants et ils vont continuer. C'est vrai que c'est un budget pour lequel on a eu l'occasion, moi comme maire, avec tous mes collègues, vous savez, 12 nouveaux collègues au conseil municipal, c'est quand même relativement beaucoup, mais tous les collègues qui se joignent à moi seront appelés à travailler dans leur commission municipale au cours des prochains mois. Puis je demeure très convaincu qu'avec l'administration, on saura certainement trouver les bonnes solutions, tant au plan budgétaire, mais de poursuivre aussi les efforts et les engagements qu'on a pris et qu'on souhaite tous pour l'avenir de notre ville. Alors, merci à tous. Je cède la parole à M. Simon Paquin. Alors, quelques règles d'usage pour cette période de questions. Dans le fond, je vous demande dans un premier temps de vous nommer nom et adresse. Vous avez environ 1 minute de préambule avec votre question et par la suite une relance d'une trentaine de secondes. Alors, on est prêt à prendre la première question. Si les gens veulent s'avancer au micro. Ou ceux qui sont en ligne, on peut y aller avec ceux qui sont en ligne aussi, parce qu'on a des gens sur le web. On va casser la glace. Bonne année à tout le monde. Et je vous souhaite la santé pour cette année, santé financière. Au niveau de vos prévisions budgétaires, c'est intéressant. Juste votre nom et votre adresse, monsieur. Paul Tremblay, 6201 d'Angora. Au niveau de vos prévisions budgétaires, j'ai dit que c'est un exercice comptable qui, pour moi, est intéressant à regarder. Il y a des personnes qui aiment ça aussi. On va une assise à gauche complètement. Ma question, c'est au niveau des prévisions, vous avez indiqué qu'il y avait 330 millions qui étaient prévus au niveau des investissements au cours des prochaines années. Est-ce qu'au niveau du budget, vous avez provisionné au niveau des revenus et aussi vous avez pris une partie des dépenses que cela allait être engendré parce que ça peut changer les chiffres quand même d'une façon possiblement assez substantielle, dépendamment de la matérialisation de l'investissement de 330 millions. Monsieur Sonia. En fait, lorsqu'on fait le budget pour l'année 2018, au niveau des revenus, on ne doit n'y inclure que les propriétés que l'on sait que l'on va pouvoir taxer, à qui on va pouvoir envoyer un compte de taxes en 2018. C'est sûr qu'il y a des projets dans ça qui vont pouvoir être taxés seulement en 2019 ou en 2020. Donc, je ne les ai pas inclus dans les revenus 2018. Ils seront en augmentation au niveau du budget des revenus 2019 et 2020, ça c'est certain. Au niveau des dépenses que la Ville investit, c'est sûr que l'année où on réalise des travaux, on doit aller en financement et souvent on finance temporairement pendant la construction par exemple ou avant d'avoir l'usage du bien. On finance temporairement les investissements et lorsqu'on va sur le marché pour avoir des dettes à long terme, ce n'est que l'année d'après qu'on commence à rembourser le capital. Donc, l'impact sur le budget de l'année 2018 au niveau des dépenses du service de dette est quand même limité, mais on prévoit les intérêts sur les emprunts temporaires à ce moment-là. Merci. Oui, bien sûr, vous avez le droit à une relance. Une relance. Une deuxième, c'est que vous avez parlé des emprunts qui allaient être renouvelables au niveau de 2018 parce qu'il y avait échéance au niveau et que les taux d'intérêt vont augmenter peut-être en 3 occasions au courant de l'année 18 et les années par la suite. Est-ce que, sans avoir la réponse ce soir, parce que je sais que ma question n'était pas attendue, c'est quelle est la proportion des emprunts qui sont renouvelables en 2018 par rapport aux 29,4 millions, quelque chose de ce genre-là qu'on a? Oui. Écoutez, moi, je vais vous dire, s'il y a bien une chose que je surveille en ce moment, c'est exactement cet élément-là. Je
vous dirais que pour l'année 2018, il y a peu de renouvellement. Les montants sont moins élevés. C'est davantage les 2 années qui suivent où on est à environ 64-65 millions jusqu'à 70 millions. Là. Mais globalement, c'est à peu près 135 millions où on va en renouvellement. Je vais vous dire, là, quant au plan budgétaire, notamment au niveau de la taxe foncière, du respect là, d'être dans le 1,2 %, donc de l'IPC, là, il y a 2 éléments là, que je surveille en ce moment comme maire, je vais vous avouer, là, au-delà du banc de neige puis, qui s'accumule, puis de la rivière. Là, 2 choses que je surveille toujours, c'est l'inflation. Parce que l'inflation a toujours un effet sur le budget. Le deuxième élément, c'est le taux directeur de la Banque canadienne. Et actuellement, on sent que l'inflation est un petit peu plus élevée, puis souvent, la tendance économique, c'est d'augmenter le taux directeur dans le but de stabiliser un peu l'inflation. Qui dit augmentation du taux directeur dit augmentation des frais de financement. Pour une ville qui a un endettement à près d'1 demi-milliard, 189 mon ami ici, là, M. Lavoie, à la Ville de Montréal, me disait qu'il y a un projet, je pense que c'est un projet de règlement qui limite à 100 la possibilité pour la Ville de Montréal d'emprunter. Donc, 100 du budget d'une année, tu ne peux pas dépasser. Nous, on est à 189 Je veux relativer un peu le chiffre en disant qu'ici à Terrebonne, on a plusieurs... Excusez, c'est peut-être parce qu'on est trop proche. Ici à Terrebonne, il y a plusieurs secteurs où il y a des emprunts par secteur. Ça me stresse un petit peu, puis c'est surtout pour les gens qui sont C'est surtout pour les gens qui sont en ligne. Ce que je voulais dire, c'est que dans plusieurs secteurs, il y a des nouveaux projets de construction où il y a des taxes de secteur. Ce qui fait en sorte que ça vient croître d'une certaine façon l'endettement de la Ville de Terrebonne. Ça veut dire qu'il y a ce que j'appelle une dette d'ensemble, c'est environ à peu près 48 de notre dette, et l'autre 52 c'est des dettes qui appartiennent à des citoyens individuellement qui ont payé ce que j'appelle une partie là, des infrastructures locales. Alors, c'est pour ça que je dis que le 189 il faut le relativer là, pour la Ville de Terrebonne, parce qu'il y a quand même une bonne partie qui est liée à des dettes de secteur. Mais pour les frais de financement, oui, c'est un élément là, qu'on surveille. Il y a une lumière jaune qui s'allume, parce que ça veut dire que si ça nous coûte plus cher en frais de financement, automatiquement, on rembourse moins ou on doit accroître notre contribution pour le remboursement de la dette. Alors, qui dit plus d'argent sur la dette, moins d'argent pour les services. Alors, vous avez vu là, la situation budgétaire. On a un bas de laine qui est presque inexistant, donc on n'a pas de surplus cumulé. On a une dette élevée. On a de la difficulté à boucler nos budgets annuels. Puis notre croissance des dépenses augmente plus rapidement que notre croissance des revenus. C'est donc dire qu'il va falloir avoir des efforts au cours des prochaines années par l'optimisation dans les services, mais il va aussi falloir travailler sur stabiliser nos dépenses. Et ça, il va y avoir des efforts à tous les niveaux qui vont devoir être faits. Voilà. Je reviendrai après pour une prochaine. Merci beaucoup, M. Tremblay. Oui, bonsoir, Mathieu Goyette, 500 rue Saint-Pierre. Tout d'abord, bravo pour la présentation, c'était très bien présenté. J'avais une question au niveau, je ne connais pas beaucoup ça, au niveau, par exemple, la taxation des bâtiments, par exemple, les hôpitaux, les écoles. Comment ça fonctionne? Vous n'en avez pas parlé, ce n'est pas dans le commercial ni industriel. Je me demandais comment ça fonctionnait. C'est vraiment présenté comme une catégorie de revenus à part. C'est un revenu qu'on appelle de compensation. Donc, nous, on fait des réclamations au gouvernement fédéral ou provincial et c'est sûr qu'on ne peut pas leur imposer un compte de taxe identique à ce qu'on aurait chargé au commercial ou à l'industriel. On a un taux qu'on appelle le taux global de taxation, qui est audité d'ailleurs, que l'on facture sur la base de la valeur des édifices qui sont concernés. Okay. Ils nous payent bien, par exemple. Okay. C'est variable dans Le TGT fluctue à toutes les années, mais c'est le même taux qu'on utilise pour toutes les valeurs foncières du gouvernement.
donc les écoles, les hôpitaux, au niveau fédéral, on a le bureau de poste, le champ de tir, donc c'est tous les édifices gouvernementaux. OK. J'aurais une deuxième question, si vous me permettez. Très simple, c'est quoi le programme Tech 3 et Tech 4? Je connais pas. Ça fait plusieurs années que ça a été instauré sur l'essence qu'on paye à la pompe. Il y a une portion qui est la taxe d'assises pour la taxe à investir dans les infrastructures. Donc, cette taxe-là, quand on paye notre essence, est remis au gouvernement et lui la redistribue sous forme de subvention pour des programmes d'infrastructure aux municipalités. Donc, c'est un revenu qui vient par ça. Oui, sauf Okay. que au niveau fédéral, le gouvernement nous paye la subvention comptant. Donc, si on investit, il va nous envoyer un chèque de sa quote-part, il paye 30 Au provincial, c'est drôlement différent. Le gouvernement provincial nous demande d'emprunter la portion de l'investissement qui nous subventionne. Donc, la Ville va emprunter et il nous paye à chaque année. Il nous envoie un chèque équivalent au montant de capital et intérêt de cette portion de prêt-là qu'on a fait pour lui, en fait. Juste peut-être pour ajouter pour le programme Tech, en fait, à tous les 5 ans, ce programme-là se renouvelle. Et en début, en l'an 1, les villes font ce qu'on appelle un programme d'auscultation. Donc, il y a des machineries qui passent dans toutes les rues de toute la ville et qui vont coter le niveau si on veut, où est rendue l'usure de la rue. Donc, au niveau du pavage, au niveau des conduites, au niveau de l'assise de la rue, à tout égard. Et donc, on vient donner un pointage. Et par ce pointage-là, on peut prioriser les interventions. Et ça vise aussi les bâtiments publics et les stations de pompage, donc les infrastructures majeures. Et là, c'est là où le gouvernement, 33 entre les deux gouvernements et la Ville. Et j'allais ajouter, et c'est ce qui explique que dans certaines rues, parce que beaucoup de citoyens nous ont interpellés au cours des derniers mois, des fois la Ville fait des bouts de rue. Hein. Et des fois, il y a un bout de rue qui est suffisamment usé au sens du programme. Et par la suite, la Ville, si elle veut prolonger, doit assumer 100% des coûts pour se rendre, par exemple, jusqu'au coin de la rue, ou etc. Ce qui fait que parfois, la Ville va prendre justement cette décision de compléter l'ensemble d'une rue, mais parfois, pour différentes raisons, avec le programme, pour pouvoir étaler le maximum d'investissement sur son territoire, va se retrouver que dans certaines rues, vous allez avoir des moitiés ou des tiers de rues qui vont être faits. J'en conviens avec vous qu'idéalement, ce type de programme-là pourrait-il éventuellement être normé différemment, mais ça explique pas souvent les questions là, qu'on me pose souvent, on m'interpelle. C'est une des raisons pourquoi on fait des bouts de rue à l'occasion et parfois peut-être un peu trop souvent. OK, merci. Dernière question, promis. Par rapport au rapport de l'ENAP, ce rapport-là, ça va mettre en phase particulièrement quoi? C'est-tu plus au niveau financier, gestion des ressources humaines, l'ensemble de la Ville? Je suis curieux de savoir. En fait, le bilan de l'ENAP, c'est un bilan en 2 phases. La première phase, c'était de faire ce qu'on appelle un bilan organisationnel. Alors, il y a eu une vaste enquête par les responsables de l'ENAP. Il y avait 4 profs de l'ENAP qui ont travaillé avec le personnel de la Ville. Donc, il y a eu des rencontres qui sont faites avec toutes les directions des villes, de la Ville, avec les élus aussi, bref, tout le monde y a passé. Et effectivement, c'est plutôt basé sur des actes de gestion, mais on a regardé aussi la performance financière de la Ville. En fait, tout y est passé. Pour faire un bilan complet, c'est comme si vous allez chez le médecin, vous faites votre bilan annuel, là. C'est un bilan important. Et de ce bilan-là, M. le maire parlait des 12 travaux d'Astérix tantôt, c'est un hasard, mais dans les recommandations des NAP, on parle de 12 grands chantiers à faire dans les 4 prochaines années. Et ces 12 chantiers-là vont donc être abordés dans les 4 prochaines années. Un de ces chantiers-là, ce sera de réaliser un plan stratégique, mais il y en a beaucoup d'autres. Et ça permettra de rectifier le tir, si on veut, par rapport aux déficiences qu'on vit actuellement dans l'organisation, mais ça à tout égard. OK, ça s'en vient bientôt, ce que j'ai compris.
à la fin du mois de janvier, il va être déposé au Conseil, puis il va devenir public en février. En fait, c'était une des conditions de l'ENAP, parce que comme c'est un travail dans un cadre universitaire, il y avait une obligation afin de rendre public le rapport. Donc, le rapport va être disponible en quelque part en février. OK, bravo, merci. Ronald Dubé, 622 Saint-François-Xavier. Écoutez, moi, je vais vous poser des questions pour m'éclairer parce que, bon, j'essaie de comprendre, mais j'avoue qu'il y a des points qui sont obscurs. Bon, on parle d'une augmentation de 5,59 %. C'est une augmentation sur le compte de taxes. C'est bien ça. Quand on additionne effectivement le 30 qui est une taxation qui préexistait en 2016, qui a été suspendue, on ne fera pas toute la discussion de l'année 2017 à cet effet-là ce soir, mais taxe qui a été suspendue pour 2017 et pour lequel le service n'a pas été rendu à la population. Sur votre compte de taxes, exactement. Vous allez avoir cette augmentation. Non, mais laissez-moi terminer. Okay. Si vous me posez une question, vous allez me laisser terminer. Et donc, en 2018, comme ça a clairement été dit, puis moi je tiens à le dire, là, il y a peut-être des gens qui s'y opposaient, mais globalement, il avait été clairement dit qu'il y aurait retour de la taxation du 30 $. Quand on dit pour les insectes piqueurs, mais c'est aussi pour la grille du frein, je tiens à préciser là, que les dépenses de l'administration municipale ici à Terrebonne là, avoisinent là, déjà là, près d'1 million de $ par année là, pour combattre la grille du frein. Et on est vraiment dedans. On est d'ailleurs cité comme ville partout, par exemple à Québec, là, qui commencent eux-mêmes à être affectés là, par cette situation-là. Alors les coûts, alors ce 30 $-là s'ajoute. Il préexistait sur votre compte de taxe en 2016 et il revient en 2017. C'est la même chose pour la taxation, en 2018, je m'excuse. C'est la même chose pour la taxation au niveau du transport collectif. Vous savez qu'on a des quotes-parts à payer, puis on ne peut pas s'y soustraire. Là. On fait partie de l'Agence régionale métropolitaine de transport, et donc on a des obligations. L'an passé, il y a eu un choix du conseil municipal de redonner les surplus liés de la MRC, de redonner les surplus directement sur le compte de taxes. C'est une décision qui a été prise, qui a été annoncée. Et aujourd'hui, ce qu'on vous dit, c'est que quand vous avez un revenu qui n'est pas récurrent, mais que vous avez une dépense qui, elle, est récurrente, quand on se retrouve en 2018, là, la taxe, il faut qu'elle revienne à moins qu'on trouve un revenu alternatif. Ce que vous avez vu ce soir, ce n'est pas des surplus cumulés qu'on va pouvoir, qu'on peut piger pour venir combler pour cette année, là, vous l'avez vu clairement. Alors, la décision qui a été prise, c'est de réintroduire cette taxe-là qui préexistait en 2016 et dans les années précédentes. Et donc, ça, c'est vraiment l'information que je donne. Mais au niveau de la taxe foncière, vraiment, le 0,85 sous, c'est 0,85 sous, celui-ci est ajusté à 0,99 %. On a voulu le limiter le plus possible. Il y a des petites variables là, entre la Chenay et la Plaine là, qui est liée à la situation de la dette des villes donc de 2001. Mais globalement, là, la cible qui a été retenue par tout le conseil municipal, c'est celle de fixer à 0,99 l'ajustement de la taxe foncière. Maintenant, je vais continuer mon raisonnement parce que je vais y aller par étapes, si vous me permettez. Allez-y. Alors que le IPC est de 1,7. Donc, on est quand même pas mal au-dessus à 5,59. La question que je me pose, moi, c'est que l'administration précédente était consciente de ces chiffres-là, était consciente d'une moyenne de l'IPC et se référait quand même à vous, M. Soriol, aux fonctionnaires. Et comment se fait-il que, au niveau électoral, on entendait les promesses au niveau de la taxation d'observer au-delà, en deçà de l'IPC. Ces gens-là, surtout,
ceux qui étaient présents au niveau du conseil municipal devaient connaître et devaient avoir vos informations. Comment se fait-il qui nous servait ce genre de... En fait, et vous avez vu un peu comment on fonctionne, Mme Lefebvre et moi, c'est évident que les élus, ils ont toujours le portrait juste de la situation. En fait, le rôle de l'administration, là, c'est de mettre ça le plus clair possible parce que c'est quand même pas facile. Gérer un budget de ville, c'est très complexe. Donc, ce qu'on fait, c'est on essaie de rendre ça le plus simple possible pour amener les élus à prendre les bonnes décisions et les décisions qu'ils veulent bien prendre, parce qu'il faut comprendre que les élus, c'est eux, en fait, qui vont décider et qui vont aller vers, qui vont donner le cap, en fait, au modèle de taxation ou au modèle de comment on va monter le compte de taxes. Ceci étant dit, on peut difficilement comparer 2 années. Vous savez, il y a des éléments différents d'une année et d'une autre qui fait en sorte que les élus sont confrontés à chaque année à un défi qui est différent. L'année prochaine, là, on pourrait vouloir faire des prédictions. On peut dire, bon, on va avoir des objectifs, mais il y a toujours des éléments nouveaux qui arrivent. Vous avez vu, j'ai parlé tantôt des éléments d'érosion, 7 millions cette année qui n'étaient pas prévus. On a la rivière, là, il a fallu faire venir la grenouille ce printemps, puis il va peut-être, il y a cette semaine, et il va probablement falloir revenir d'ici la fin de l'hiver. Alors ça, ce sont tous ces imprévus auxquels les élus doivent faire face et qui viennent dicter le cadre budgétaire. Alors, c'est excessivement difficile. Vous savez, nous, tout ce qu'on a à faire, là, c'est de présenter la situation et après ça, les élus vont décider à partir de ça. Et surtout qu'on n'a pas de marge de manœuvre sur la dette. Bien, non seulement on n'a pas de marge de manœuvre beaucoup sur la dette, mais on n'a pas de surplus cumulé dans les faits. Madame Lison Lefebvre vous le dit, on a à peu près l'équivalent de 2 à 3 jours de liquidité, alors en surplus cumulé. Puis si on se compare à des villes, certaines ont été données, mais j'ai quelques chiffres là, parce que chaque ville lance son budget là, récemment. La ville de Brassard, là, son surplus cumulé est à 44 millions. Sa population est à peu près de 80 000. Ville de Laval est à plus de 100 millions. Vous allez me dire, Laval, ils ont 3,5 fois plus de population que Terrebonne. Mais ils ont 50 fois plus de surplus cumulé que la ville. Alors, je pense que c'est certain là, que il y a des enjeux. On a un bas de laine qui est dans les faits un bas nylon. On a une dette qui est très élevée. Puis je répète, on a un budget qu'on a de la difficulté à boucler. Alors la réalité, là, c'est que c'est cela. Cependant, je pense que les décisions, les orientations qui vont être prises par l'administration, il y a un changement majeur qui va être pris. Mais les marges de manœuvre, là, ils ne sont pas là. Vous avez vu tantôt, là, 93% des dépenses là, de la ville de Terrebonne sont incompressibles. Alors, moi, j'aimerais bien ça travailler sur ce 93%-là. Et le problème, c'est qu'entre le 5 novembre et le 11 janvier, disons que c'est un peu compliqué d'avoir de l'impact et des effets sur ce 93%-là. L'autre petit 7%, on a fait des efforts, là, mais la vérité, là, c'est que ça n'a pas d'impact. Puis vous l'avez vu, là, 7%, là, c'est pas ça qui va faire une différence. Alors aujourd'hui, puis je pense que c'est une bonne nouvelle, puis je suis convaincu que vous êtes heureux de le voir et de l'entendre. Aujourd'hui, tous les citoyens peuvent nous écouter, peuvent voir, sont ici présents et ont un portrait juste de la situation financière de la ville de Terrebonne, au même titre que les membres du conseil municipal. Puis je peux vous dire une chose, là, les décisions qu'on a prises, là, ils ne sont pas faciles à prendre. Puis j'aimerais bien ça ce soir vous dire là, que ça serait bien facile de vous dire on baisse les taxes, puis on distribue les surplus de la ville. Là. Mais malheureusement, il n'y a personne qui va me laisser faire ça. Puis je suis convaincu que vous allez être le premier qui ne me laisserait pas faire ça. Noël est passé. Oui, Noël est passé. Noël. Exactement. Le 5,59, c'est pour 4 ans ou pour 1 an? Non, c'est vraiment cette année, là, je reviens toujours un budget de transition, mais... Oui, écoutez, si l'an passé, s'il y a 2 ans, vous avez payé là, 1 000 de taxes. Revenons à votre compte de taxes de 2016. Il y a 2 ans, vous avez payé 1 000 de taxation municipale. Techniquement, aujourd'hui, là, vous devriez payer 1 059.
ou 60 de taxes. C'est ça que vous devriez normalement payer parce que dans les faits, il y a 2 ans, le 30 pour les insectes piqueurs, vous le payiez déjà. Fait il ne change absolument rien. L'aspect de la taxe sur le transport collectif, elle aussi, elle est réintroduite, donc elle existait déjà pour 2016. Alors, ces 2 éléments reviennent là. Ce que vous allez payer de plus, c'est le point 99, donc le 59 Alors, si je fais des chiffres là, bien simplement, là, alors c'est vrai qu'on peut partir dans une rhétorique, c'est 5,59. Moi, je vais vous dire sincèrement, pour ce soir, là, le citoyen, là, il va dire combien je payais l'année passée de taxes, puis combien j'en paie aujourd'hui. Moi, ce que je vais vous dire bien sérieusement, là, c'est qu'aujourd'hui, la Ville de Terrebonne a des obligations et des dépenses pour 226 millions. Aujourd'hui, il y a des revenus qu'il vous a montré. Vous avez vu la liste des différents revenus là, pour 226 millions. Alors, l'argent n'ira pas ailleurs. Là. Les revenus proviennent de la même endroit. 75 de nos revenus proviennent de la taxe foncière. Alors, rien ne se perd, rien ne se gagne. Chaque fois que vous nous dites on aimerait ça que vous déneigiez la piste cyclable à tel endroit, là, mais dans les faits, c'est le budget de tout le monde qui va payer pareil. Alors, en bout de ligne, c'est ça l'orientation qu'on a. C'est pas évident, mais en même temps, c'est ça la situation financière. Alors, plutôt que de faire du pelletage par en avant, je préfère aujourd'hui vous donner la réalité, mais on garde le cap au cours des prochaines années pour situer, pour avoir une prévisibilité de l'ajustement annuel aux alentours de 1,2 %. Notre marge de manœuvre est un peu moins grande avec ce que vous avez vu ce soir, et on maintient le cap au cours des 3 prochaines années. Fait que c'est ce qu'on veut garder comme conseil, puis moi, je vais surveiller ça de très près pour qu'on respecte cet élément-là. D'accord. Merci, M. Plante. Nous aussi, on va surveiller ça. Merci pour la présentation. C'était très bien. Merci. Bonsoir, Paul Tremblay, 6201 d'Angora. Ce soir, on a écouté une présentation budgétaire. On va passer un step peut-être plus long dans ma question. Donc, la planification financière, donc dans laquelle on doit regarder, si on a fait une étude avec l'ENAP, on a regardé aussi les éléments qui peuvent être dangereux pour la ville dans les prochains, dont entre autres certains éléments qui viennent de l'extérieur. Vous mentionnez tantôt, M. le maire, le taux de change, hein, l'IPC, mais il y a le taux de change aussi et l'ALENA qui peut nous affecter directement. Donc, on a vu à l'intérieur de la présentation budgétaire que le milieu industriel était quand même contributeur d'une importance assez majeure là, au niveau là, de la taxe. Est-ce qu'on est vulnérable au niveau de Terrebonne par rapport au secteur industriel dans lequel nous sommes, par rapport à des possibilités avec l'ALENA qui peut, on ne sait pas trop ce qui peut se passer? Globalement, non, mais il y a quand même des préoccupations. J'ai 2 entreprises en tête là, dont vous connaissez ADF, là, donc ça c'est certainement une entreprise là, qui peut être affectée. La deuxième, Acier-Leroux. Et aussi la troisième, Tergel, je cherchais le nom. Donc Tergel, Acier-Leroux et ADF, 3 entreprises là, qui certainement peuvent être affectées éventuellement par l'accord, la mise à jour de l'accord de libre-échange. Je tiens à vous dire que ce sujet-là, moi, je vais l'aborder le 23 janvier. Je serai devant la Chambre de commerce. Je tiens à vous dire que je vais revenir sur cet enjeu-là parce que c'est une préoccupation qu'on n'aborde pas assez souvent. Nos entreprises, dans plusieurs cas, sont exportatrices. Par ailleurs, on vit à Terrebonne, puis je le répète, une situation économique qui est relativement très importante. Nos citoyens ont un revenu moyen qui est 19 000 plus élevé que la moyenne québécoise. On atteint le plein emploi dans le contexte actuel. Alors, niveau de revenu substantiellement plus élevé, taux de chômage excessivement bas, investissement privé en forte croissance. Alors, ça, c'est le portrait. Puis ça, c'est un portrait là, qui est, je pense, très positif et qui va être certainement très intéressant au cours des prochaines années au niveau des revenus. Et je tiens à vous dire que ça va être salutaire pour l'administration municipale, là, la venue de ces nouveaux revenus. Parce que c'est important quand même, parce que si on perd le milieu industriel, c'est quand même une bonne partie de nos revenus au niveau de la ville.
Et comme mentionnait M. tantôt, au niveau du compte de taxe, peut-être au lieu de 5 on serait peut-être à 6-7 l'année prochaine, mais ça, c'est de la spéculation. La bonne nouvelle, c'est que Terrebonne n'est pas dépendant de certaines industries. Je sais que notre directeur général n'aime pas beaucoup que je cite la ville de Lévis, qui est un modèle, dans certains cas, gestion de la dette, puis etc. Mais ils sont bons partout, mais ils ont un avantage qu'on n'a pas. Ils ont Ultramar, qui rapporte énormément de taxes foncières, mais qui consomme très peu de services municipaux. Tant et aussi longtemps qu'Ultramar va être là, ça va bien aller, je pense, pour la ville de Lévis. Mais le jour où ça va diminuer, peut-être que là, finalement, ça va être une chose très différente pour la ville de Lévis. Alors, et c'est là que ça me ramène par rapport au facteur industriel. La ville de Terrebonne n'est pas tributaire et n'est pas dépendant d'un secteur très fort qui lui rapporte énormément de revenus. Alors ça, sur ce point-là, c'est un avantage concurrentiel qu'on a sur Lévis, mais je prendrais quand même les revenus de pétrochimie pareil, là. Merci. Très belle vulgarisation au niveau de la présentation budgétaire. C'était compréhensible. À l'exception d'un mot, BFI ou... Oui, bien, c'est... Parce que moi, je suis nouveau à Terrebonne. C'est pour Oui, mais ça ça. a changé de nom. C'est Enviro Progressive. C'est le site d'enfouissement dans le secteur ok. Lachenay. Donc, Je suis nouveau à Terrebonne, c'est pour ça qu'il y a un Alors, vocabulaire. Merci beaucoup. merci. Bonsoir, Maxime Hull, 725 rue Ernest Mathieu. Bon, moi, qu'est-ce qui est question de finance, c'est quasiment du chinois, là, fait que j'essaie de comprendre. Mais aussi, Il y a un examen après la séance du conseil. Ça, on ne l'avait pas dit, là, mais il y a des questions après. ben là, je sais que vous avez annoncé dernièrement aussi le gros projet dans le secteur Est de Lachenay, là, le projet de 900 millions. Ce gros projet-là, ça va avoir quoi comme impact économiquement? On pourrait parler de d'autres choses, mais là, vu qu'on est sous le budget. En fait, la croisée urbaine, qui a un de ses projets, c'est le projet qui a été annoncé justement au Vieux Théâtre, là, un peu avant les fêtes. Cité District ou District Union, voilà. Donc, ça, c'est une des phases de la croisée urbaine. La croisée urbaine, c'est un projet au total, comme vous le disiez, là, de près d'1 milliard de revenus. On parle de 1 milliard en revenus fonciers seulement. C'est sûr que là, il y a des dépenses liées, entre autres, à l'établissement du pôle public et la construction des rues. Cependant, au niveau des rues, le promoteur va payer la plus grande partie des rues. Et ça, c'est important de retenir ça, là. C'est que depuis 2 ans, un peu plus de 2 ans, peut-être 2 ans et demi, les règlements au niveau du développement résidentiel et développement commercial ont été modifiés à la ville. Avant, les taxes de bassin supportaient ce qu'on appelle le pavage, les bordures et l'éclairage. Donc, le promoteur réalisait ce qu'on appelait la sous-fondation, la fondation ainsi que les services. Pour ce qui est du reste, c'est la ville qui construisait ces ouvrages-là et payait par des taxes de bassin. Lorsqu'on regarde le taux de dette qu'on a ou l'endettement qu'on a à la ville, c'est beaucoup lié, il y a 50 à peu près, à la moitié de la dette qui est liée à des taxes, qui sont liées à des taxes de bassin, des taxes de secteur. Ce qui fait qu'en modifiant cette politique-là, ça fait en sorte que, et le promoteur va supporter ça dans son investissement, ça fait en sorte que cette facture-là va être quand même payée par les gens qui vont habiter là, mais ça va être plutôt transmis dans le cadre de la vente de leur condo ou de leur habitation. Ce qui fait que ça change le niveau parce que là, la ville n'a pas besoin de s'endetter pour développer. Alors ça, c'est une parenthèse. Ceci étant dit, ce qui est très intéressant dans ce projet-là, c'est que vous avez un emplacement, si vous regardez la superficie, et si on regarde ce qu'on faisait il y a environ 10 ans en matière de développement, donc de l'unifamilial, de la maison jumelée, de la maison rangée, on aurait sur ce terrain-là placé environ 350 logements. Ce projet-là, à terme, il va y avoir 2200 logements. Alors, vous voyez tout de suite, là, on multiplie de près de 10 la densité qu'on avait initialement par rapport à la densité qu'on va retrouver là, avec beaucoup moins d'infrastructures en plus parce qu'on peut espacer les rues un peu plus. Donc, c'est un projet très rentable. Il faut cependant bien le faire. Et c'est pour ça que tantôt, j'ai insisté sur l'importance d'avoir des investissements publics importants et forts, dont le pôle public, où on va avoir un gymnase avec l'école primaire qui est déjà là,
une bibliothèque, un centre communautaire, une piscine et un stationnement étagé pour le secteur. Il y a déjà une trame commerciale importante qui est prévue, une trame de service aussi, et des habitations en hauteur au niveau résidentiel. Alors, c'est vraiment, quand on parle là, de projets nouveaux genres dans des tas, des aires des Transit Oriented Development, là, des secteurs où il y a une gare à proximité, c'est vraiment un secteur exemplaire en ce moment dans la CMM qui est regardé de près, là. Moi, j'ajouterais aussi, c'est que le fait d'avoir une forte densité va nous permettre aussi d'accroître l'offre en transport collectif. Parce que je dis toujours, les gens disent, on veut plus de transport collectif, on veut une fréquence aux 15 minutes, aux 30 minutes. Mais la problématique, c'est que s'il n'y a pas de densité à plus petit pied carré, bien, la problématique, c'est que le service est plus difficile à rendre. Et dans ce type de quartier, avec des emplois de proximité aussi qui vont être générés et créés, bien, c'est certain que pour son développement, ça va être intéressant pour la ville. Je sais aussi pour les gens du secteur là, qu'il y a de l'inquiétude quant à la circulation. Je veux tout de suite les rassurer. Là, je sais que le comité de circulation travaille sur le dossier puis va être mandaté, mais sachez qu'avec l'ajout des rues dans ce secteur-là, il va y avoir aussi un certain nombre d'automobilistes qui vont contourner d'une certaine manière le boulevard des Pionniers. Deuxième aspect, bon nombre des gens qui vont habiter dans les nouvelles habitations, ce seront des retraités et donc qui ne se lèveront pas le matin pour aller travailler à Montréal, pour la plupart. Et aussi, il y aura bon nombre de gens qui vont travailler à proximité, donc sur le territoire de la MRC, et qui nécessairement ne vont pas donc contribuer donc à la circulation automobile. Mais notre objectif ultime, c'est d'accroître le transport collectif et le fait qu'il y ait une densité aussi dans ce secteur-là, ça va nous permettre de l'accroître pour les prochaines années. Et tant aussi longtemps qu'il n'y aura pas une forte densité, il va être beaucoup plus difficile d'amener une efficacité dans les transports en commun dans ce secteur-là, que ce soit vers Montréal ou dans une desserte là, à l'intérieur de la ville de Terrebonne. Ouais, ça, on va avoir la chance d'en reparler à la MRC. Je ne suis pas venu encore, là, mais on va se voir assez C'est la régulièrement. bienvenue. Il y a toujours foule à la MRC. Oui, d'habitude, on est 2, 3. J'ai pas été à la dernière, fait qu'il était tout seul. Aussi, j'ai vu aussi que le compte de taxes allait augmenter pour les commerçants et les caissiers industriels. Bon, ça encore là, ça avec, je suis pas trop habitué, mais il y a sûrement des commerçants et des caissiers industriels vont peut-être faire le saut en voyant ça. Est-ce qu'il y a peut-être aussi même des commerçants qui vont peut-être avoir plus de difficultés à combler cette augmentation-là? Est-ce que vous avez des idées pour les... Il y a deux éléments, vous avez vu, notamment au niveau de la taxe d'eau, c'est ce que j'appelle l'équité qui est appliquée. Par ailleurs, dans les villes comparables et même voisines, là, au niveau commercial, là, vous voyez qu'il y a un rééquilibrage et qui fait en sorte là, qu'on se retrouve dans les mêmes montants sensiblement au niveau des taxes commerciales. Alors, quelqu'un demain matin pourra bien dire, là, ça va devenir, je mets ma pancarte puis je m'en vais faire mon commerce dans la ville voisine. La réalité, c'est que ça n'arrivera pas parce que globalement, là, l'ensemble des villes du secteur, on a sensiblement le même taux de taxation. Terrebonne est un petit peu plus bas et donc la correction nous amène sensiblement dans cette moyenne-là. Je conviens avec vous que tout le monde ici ce soir aurait espéré qu'on répartisse sur une longue période cet ajustement ou cette correction-là. Et la réalité, c'est que peut-être qu'on a malheureusement voulu repousser certaines décisions qui auraient peut-être pu être prises avant. Et aujourd'hui, on les prend, ces décisions-là, mais ce n'est pas dans l'optique que l'an prochain, on revienne avec des décisions similaires. On garde le cap toujours autour de l'IPC. On est conscient qu'on a une trame commerciale qui est importante. Par ailleurs, ça va aussi nous amener à une réflexion à l'intérieur de la ville. Vous savez, il y a des investissements qui vont être faits pour renforcer les artères commerciales. Je pense notamment au chemin Gascon. L'année dernière, les gens ont eu la nouvelle qu'il allait y avoir un réaménagement, puis 80% de la facture allait être filée aux commerçants.
Très prochainement, là, il va y avoir une rencontre et des discussions avec les commerçants. Vous allez voir rapidement là, qu'on ne s'en va pas du tout dans cette direction-là. La répartition, notamment pour des infrastructures qui ont des impacts qui ont des impacts et qui sont des services directs à la population, bien, le départage va être très différent entre ce que j'appelle la facture à l'ensemble versus aux riverains. Alors, pour nous, ça va être important. Puis, en même temps, bien, ça va nous laisser aussi la latitude au cours des prochaines années pour, à la Ville de Terrebonne, faire nous-mêmes aussi des investissements pour revitaliser ces différentes artères commerciales à Terrebonne. Mais je tiens à vous dire que oui, on est préoccupé, mais on veut continuer de soutenir. On a une économie qui est florissante. Je le répète, niveau de revenu qui est 19 000 plus élevé que la moyenne québécoise. L'économie, c'est le plein emploi. Une économie qui est florissante, puis je peux vous dire que nos commerçants, ils vont en bénéficier et en profiter assurément du développement à venir sur le territoire de la Ville de Terrebonne. Merci beaucoup. Martin Guimond, 25 rue de Lavaux, Terrebonne. J'essaie de me souvenir de ma question. En fait, félicitations pour la présentation de ce soir, mais j'ai vu passer un chiffre parce qu'il y en a quand même beaucoup de chiffres qui sont présentés. Il y en a un, moi, qui a pris mon attention, c'est un 500 000 pour le comité de transparence. Bureau d'intégrité, oui. Bureau d'intégrité. Je m'excuse pour le terme. J'essaie de comprendre, puis j'essaie de me l'expliquer. La transparence, c'est un état. C'est... quant à moi, ça devrait être gratuit. La transparence, quand il n'y en a plus, les gens ils votent pour d'autres partis. Alors, si vous êtes en place, M. Plante, c'est parce que les gens croient ou espèrent que vous allez être transparent. Alors, j'essaie juste de voir concrètement comment est-ce que ça se place des 500 000 $ sur un terme qui s'appelle la transparence. Oui, mais très rapidement, le Bureau d'intégrité de l'éthique et de la protection des actifs, qui va être composé d'abord, ça va être un bureau qui va être indépendant de l'administration municipale. Son mandat, dans un premier temps, va être de regarder toute l'étude des contrats qui ont été faits par la Ville de Terrebonne entre 1996 et 2016. Il va tout avoir l'étude, comme ça s'est fait dans d'autres villes, à Laval, Montréal, Saint-Jérôme, etc. Ça, c'est son premier mandat. Le deuxième mandat, ça va être de bonifier toute la structure d'émission des contrats publics à la Ville de Terrebonne et les pratiques et les coutumes au sein de l'administration, mais surtout d'être en mode analyse, suivi et veille et enquête au sein de l'administration municipale. Un autre de ces mandats-là, ça va être la gestion de la ligne de dénonciation. Ça veut dire que vous, comme citoyen ou n'importe qui d'autre dans l'administration municipale, vous voulez dénoncer une situation. Vous êtes témoin de collusion, de corruption dans l'administration. Il va y avoir un organe indépendant où vous pourrez, en toute confidentialité, transmettre les informations qui pourront faire l'objet d'une enquête par le Bureau d'intégrité. Et en fait, l'un de ses derniers mandats, sur une base indépendante, il pourra aussi faire des analyses dans l'administration municipale sur tous les enjeux de lutte au gaspillage. Est-ce qu'on est toujours efficace? Est-ce qu'on est toujours optimal dans nos dépenses publiques? Bien, le fait d'avoir un bureau qui est indépendant, ça lui permet d'avoir un regard qui est extérieur, un regard qui va lui permettre aussi d'émettre des recommandations auprès du conseil municipal. Ce qui est important, c'est que c'est un bureau indépendant. C'est un bureau qui va principalement concentrer sur tout l'enjeu des dépenses publiques liées notamment au contrat public. Donc, si je comprends bien, ça se donne en salaire. Globalement, la dépense de 500 000 $, c'est beaucoup au niveau des dépenses directes quant aux ressources humaines qui vont être affectées à ce bureau-là. D'accord. Merci. Oui, j'aime ça. Je vais revenir avec le bureau d'intégrité. C'est intéressant, ça. J'ai lu que vous aviez fait une approche avec Laval, avec le maire de Laval. Donc, il y a d'autres régions aussi, Saint-Jérôme. Est-ce qu'on ne pourrait pas
avoir un bureau d'intégrité régional pour répartir les coûts? Ça fait partie des options qu'on étudie, notamment avec la Ville de Laval. Je voudrais davantage avec Ville de Laval. Vous avez nommé Saint-Jérôme, mais ce n'est pas fermé. C'est davantage, la façon dont on pourrait le voir, c'est dans le partage d'expertise, mais aussi des coûts. Par exemple, le bureau d'intégrité peut avoir besoin, par exemple, d'un comptable spécialisé en enquête, peut avoir besoin de différentes ressources spécialisées. Alors, le fait d'avoir un bureau mixte, ce n'est pas nécessairement dans les fonctions et les rôles et d'être redevable devant le conseil municipal ultime. Ce n'est pas cet enjeu-là, c'est dans les fonctions et dans les ressources qui vont être affectées au bureau d'intégrité. Alors, l'idée d'avoir un bureau mixte, c'est beaucoup dans le partage Non, attendez. Dans le partage des ressources, mais aussi de l'information. Alors, c'est surtout ça, c'est un autre élément qui est très intéressant. Et pour nous, à la Ville de Terrebonne, c'est certain que l'expérience des 4 dernières années de la Ville de Laval nous intéresse beaucoup. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont sur le territoire de la Ville de Laval, mais qui peuvent faire aussi affaire à la Ville de Terrebonne. Bien, c'est qu'habituellement, ces entreprises-là font affaire sur la rive nord. Exactement. Couronne nord. Alors, ça aussi, ça nous intéresse. Et puis, Ville de Laval, eux autres, ce qui les intéresse aussi, c'est le partage d'expertise et le partage des coûts. Mais là, aujourd'hui, on n'est pas à l'étape d'annoncer quoi que ce soit. Il y a des discussions, vous avez lu les journaux et tout ça. Il y a des discussions, puis éventuellement, il y aura des annonces. Mais ce que je peux vous dire, à court terme, ce qui est le plus important, c'est la création là, de la ligne de dénonciation. Parce que là, aujourd'hui, là, votre maire, là, il reçoit des appels, puis il reçoit des courriels. Puis là, il se dit, il est-tu maire ou il est enquêteur? Puis moi, puisque je ne suis pas formé, puis c'est pas ma job, puis je ne veux pas m'occuper de ça, bien, je pense que ça va être important rapidement qu'il y ait justement création de cette ligne et qu'il y ait un suivi approprié. Ce qu'on sait, là, cette ligne-là, puis d'ailleurs, dans les échanges entre les deux directions générales, Laval et Montréal, Laval et Terrebonne, c'est qu'au cours des 2 prochaines années, il va y avoir un travail qui va être très important, qui va être probablement moindre dans la 3e et 4e, dans les années subséquentes. Admettons que c'est un investissement. Aujourd'hui, au budget, vous voyez une dépense, mais moi, je peux vous dire une chose, je le vois à la fois comme étant un éventuel revenu. Ça, c'est une chose. C'est mon autre question. Mais je le vois. D'avoir un retour. Oui, mais je le vois aussi dans une optique aussi d'optimiser nos ressources, réduire nos coûts. Mais je le vois aussi dans une optique de rétablir la confiance de la population envers les administrations, dont l'administration municipale. Puis moi, je vais vous dire sincèrement, là, le bureau d'intégrité, là, moi, je n'ai pas de crainte de me faire enquêter demain matin ou les gens de l'administration. Puis honnêtement, les recommandations de ce futur bureau, là, ça va être sain et ça va être bon pour l'administration. Il ne faut pas craindre aujourd'hui qu'il y ait des gens qui puissent à tout moment enquêter ou faire la lumière sur nos pratiques au sein de l'administration municipale. Moi, ça ne m'inquiète pas. Puis je suis convaincu avec l'équipe municipale qu'on a, les gens, ils ne sont pas inquiets. Ils veulent embarquer dans cette orientation. J'ai envie de faire, d'ouvrir les guillemets. Puis va-t-il y avoir un tournoi de golf du maire? Non. Merci. Il n'y aura pas de tournoi de golf, il n'y aura pas de spaghetti, il n'y aura même plus de collecte du maire. Parce que comme vous le savez, ça va dorénavant devenir la collecte des citoyens et des employés municipaux de la ville de Terrebonne. Alors non, je n'ai pas de recette de spaghetti, je ne fais pas de méchoui à rien. Il n'y en aura pas cette année. Il n'y en aura pas, puis ça va être plate. Vous allez me dire que ça va être plate, mais c'est ça pareil. Bien, moi, je veux vous remercier. On a terminé 10 minutes à l'avance sur le plan qu'on s'était donné, donc vous avez été très disciplinés. Je vais vous souhaiter une belle soirée. On se donne rendez-vous lundi soir prochain, séance du conseil, ici, 19h30, donc ici même. Et le 22 janvier, séance du conseil municipal, à nouveau ici à 19h30. Alors, bonne soirée. Merci de votre présence.